bonjour, Marc Galliano, je suis chirurgien urologue. Tout le monde à peu près connaît ce que c'est un urologue. Andrologue, ça c'est un peu moins évident. Grosso modo, je suis le gynécologue de l'homme. Je m'occupe du bien vieillir et de la sexualité des hommes. Et dans l'andrologie, je suis un andrologue chirurgien. Je m'occupe de la chirurgie andrologique. Et enfin, je suis cancérologue. Ça, tout le monde connaît. Est-ce que la médecine est une vocation pour moi? Non. Lorsque j'étais enfant, mes premiers souvenirs d'enfance, j'ai toujours été attiré par le vivant. Donc ce que j'avais sous la main, c'était des insectes. Et j'ai toujours eu... mon premier souvenir, la première chose que j'ai dit à ma maman quand j'étais enfant, c'est lorsque je serai grand, je partirai loin pour découvrir des nouvelles espèces, pour faire des médicaments. Donc en fait, la médecine, ça m'a jamais effleuré l'esprit. Dans ma famille, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de scientifique. Mon père est manuel, ma maman était plutôt intellectuelle. Et j'ai toujours eu cette curiosité de la vie. Comment ça marche, comment ça fonctionne. J'ai retrouvé au décès de maman un petit carnet. Lorsque j'avais 10 ans, j'avais, dans une rivière, proche d'une rivière, récupéré des petites salamandres. Et jour après jour, j'avais étudié leur développement jusqu'à leur mort, avec ma petite écriture bleue. Donc, mes premiers souvenirs, c'est ça, c'est comprendre les mécanismes de la vie. Ensuite, je suis arrivé à la médecine par les hasards de la vie et des rencontres. Lorsque j'ai eu mon bac, en 1990, je me suis confronté à la réalité de la vie professionnelle. Je travaillais comme étudiant dans ma ville au centre de transfusion. Et j'ai eu envie de connaître le monde du travail. Donc je me suis inscrit dans un BTS pour travailler dans un laboratoire. Et là, j'ai fait une de mes plus belles rencontres humaines. MD, un Français d'origine tunisienne qui avait eu un bac C avec mention très bien, un bac D avec mention très bien, et qui lui aussi avait décidé de passer dans la vie professionnelle assez rapidement. Et à la fin de nos 2 années, il m'a dit « Mais Marc, au laboratoire, qui dirige les équipes ?» J'ai dit « C'est un médecin ». Donc il m'a dit « On va faire médecine ». Donc très bien, on va faire médecine. Je suis allé voir papa, je lui ai dit « Voilà, je voudrais faire des études de médecine ». Il m'a dit « Pas de problème, si tu réussis ton concours, je finance tes études, tu rates ton concours, tu vas retravailler ». Très bien. Donc je m'inscris à la faculté de médecine. Et là, première confrontation à la réalité, comment tu n'es pas fils de médecin, tu n'arriveras jamais ton concours. Ah, très bien. Déjà, je n'ai jamais redoublé de ma vie, j'ai relevé ce défi. Et à l'époque, donc j'ai réussi mon concours de P1 d'entrée en médecine en 92. La faculté de médecine de Nice, il y avait 900 candidats pour 70 places. Et j'ai eu ma place en tant que primant. Et donc là, j'ai démarré mes études de médecine en tant qu'externe. 5 années à Nice. Et puis là, à nouveau, une rencontre, une belle rencontre. Une jeune femme italienne qui, elle aussi, avait repassé ses études de médecine, son concours de médecine en France, et qui me dit en fin de 5e année de médecine, tu quittes Nice et tu vas faire ta dernière année d'externat à Paris. À Paris. Donc je quitte ma famille, je quitte mes amis, je découvre une ville, je découvre un hôpital qui m'était inconnu, l'hôpital Henri Mondor. Et là, j'ai ma plus belle année d'étudiant de médecine, c'est-à-dire que pendant 1 année, j'ai eu une immersion totale. Je vivais, je dormais, je rêvais médecine. Et en 1 année, j'ai intégré toute la médecine, de la physiologie jusqu'au système de santé. Je travaillais jour et nuit, mais avec un plaisir et une intensité inimaginable. Et j'ai réussi mon concours de médecine, mon concours d'internat.
Grande question, j'avais toujours dit si j'aurais suivi médecine, je voudrais être neuropsychiatre. Jamais je ferai de chirurgie. Pourquoi? Parce que mes 2 passages au bloc opératoire en tant qu'externe, une première fois, j'ai eu la nausée à cause des odeurs, de l'ambiance, et la deuxième fois, je suis tombé dans les pommes à cause du sang. Donc je me suis dit, tiens, moi la chirurgie, c'est pas fait pour moi. Ça, c'est clair et net. Bon. Donc pendant mon externat, j'avais passé une maîtrise de pharmacologie, une maîtrise de biochimie des membranes. Et je me suis dit, je vais être neuropsychiatre. Les neurosciences, ça m'intéresse. Et c'est ce que je veux faire. J'ai réussi mon concours d'internat, la neuropsychiatrie n'existe plus. Et là, mon ami qui m'avait fait venir, qui m'avait donc émancipé sur Paris, me quitte après ma réussite au concours d'internat. Mais la dernière chose qu'elle me dit, c'est tu n'es pas fait pour la médecine, tu es fait pour la chirurgie. Paf. Bah, je suis fait pour la chirurgie. Bah. Bon. Eh ben, me retrouvant face à mes choix, je me suis lancé dans la chirurgie en ayant à l'idée que ce qu'il me fallait malgré tout, c'était une discipline médico-chirurgicale. Je ne pouvais pas faire que de la chirurgie et pas que de la médecine. Et le choix a été fait au dernier moment, lorsqu'il a fallu que je choisisse ma discipline. Il y avait des classeurs, et la première page que je lis, si vous débutez dans la chirurgie, venez à Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt, vous allez adorer l'urologie. C'est médico-chirurgical, et je me lance. Et là, je tombe sur un patron qui me fait aimer passionnément sa discipline. Je suis rentré dans le bloc opératoire et je me suis senti à la maison. Le bloc, c'était ma maison. Et j'ai compris que la chirurgie, c'était fait pour moi. C'était vraiment fait pour moi. J'ai enfin compris à quoi ces mains, parce que je me suis posé... enfant, je ne comprenais pas mes mains, en fait. À quoi pouvaient servir mes mains? Je n'étais pas manuel. Papa avait une entreprise dans le bâtiment. J'ai essayé, je me suis donné du mal pour comprendre son métier et essayer d'être un manuel comme lui, et impossible. Je me suis essayé la musique, le piano, puisque j'avais des mains de pianiste, c'est ce qui paraît. Bah, en fait, non. Je me suis essayé au basket, non. Et en fait, j'ai compris que mes mains, c'était la chirurgie. Et de ce jour-là, j'ai pas arrêté de travailler. J'ai travaillé ma technique en permanence. Je faisais mes nœuds mes lacets de chaussures comme un chirurgien. Je nouais ma poubelle comme un chirurgien. Ma vie n'était faite que de ça. Je rêvais chirurgie, je pensais chirurgie, et j'ai énormément travaillé. Durant mon internat, à l'époque, il n'y avait pas de repos compensateur. On prenait sa garde après sa journée de travail le vendredi, on opérait la nuit du vendredi, on opérait le samedi, on recrutait le samedi après-midi, on pouvait opérer la nuit, on pouvait finir à opérer le dimanche, et on repartait le lundi sur toute la semaine. Et donc on opérait non-stop. Plus on opérait, plus on avait envie d'opérer. Il faut comprendre une chose, le bloc opératoire, c'est un monde à part. Ça ne peut pas être comparé avec autre chose. Il y a un ordonnancement, chacun est à sa place, chacun est à son poste. Et quand on est au bloc opératoire, il y a la notion du temps, le temps est suspendu. On est 100% à ce qu'on fait. Souvent on me demande, est-ce que tu as conscience que tu opères un humain, un être humain? En fait, on opère une enveloppe, on opère un corps. Alors, c'est quoi la vie d'un chirurgien? La vie d'un chirurgien, ça s'apparente assez facilement à la vie d'un moine soldat. C'est-à-dire qu'on se couche tôt, on se lève tôt. La veille d'intervention, on ne fait pas d'excès. On est
en fonction évidemment de l'importance des interventions et du nombre d'interventions. Il m'arrive de voir personne, de manger léger et de me coucher tôt et d'être concentré pour le lendemain. On se lève tôt, les blocs opératoires démarrent entre 8h et 9h. Et le bloc opératoire, c'est un monde à lui tout seul. C'est une maison où chacun a sa place, chacun a sa fonction. Et lorsque j'arrive au bloc opératoire, il y a une énergie palpable. Alors l'ambiance, elle est beaucoup liée aussi à la personnalité du chirurgien. Je pense que mon équipe est un peu à mon image aussi, concentrée mais décontractée. Le chirurgien est patron au moment de l'intervention. Il n'est pas patron du bloc opératoire, il ne gère pas le bloc opératoire, il gère son intervention et son patient. Le patient qui lui a fait confiance, qui lui a confié son corps. Donc oui, en effet, lorsque je rentre en salle, c'est moi qui dirige. C'est moi qui dis, c'est moi qui établis la hiérarchie. Et il n'y a pas de discussion. Le patient fait confiance au chirurgien. La responsabilité est au chirurgien. Donc, il faut, en tous les cas, entretenir, pour moi, un bon esprit au sein du bloc, parce qu'en cas de danger pour le patient, en cas d'urgence, un saignement, une hémorragie, il faut que l'équipe puisse réagir. Si vous avez une équipe qui est déjà stressée par un chirurgien qui est lui-même stressé parce que peut-être qu'il n'a pas confiance dans sa technique, peut-être qu'il estime que l'intervention va être trop compliquée, en cas de danger, l'équipe ne peut pas bien réagir. Réagit trop lentement ou fait tomber les instruments. Donc il faut pouvoir augmenter le stress au bon moment, au moment où, en cas de danger, il faut que tout le monde soit très réactif. Parce que la vie du patient peut être mise en danger. Alors, comment je perçois le patient lorsque je suis en train de l'opérer? Alors, je ne perçois pas le patient dans sa globalité. Au bloc opératoire, le corps est caché, le visage est caché. Il n'y a présent que le site opératoire. Donc, je n'opère pas un patient, mais j'opère une partie du patient, son corps, pas dans sa globalité, mais une partie de son corps. Ça veut dire que l'affect, l'émotionnel, le lien qu'on a lié avec son patient, il n'est pas mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est l'action qui doit être faite. Donc il y a une dissociation entre l'affect et, j'ai envie de dire, le concret du corps. Donc il n'y a pas de jouissance à rentrer dans un corps. Hein. Par contre, il y a un réel plaisir à maîtriser une technique pour pouvoir apporter une guérison, une réparation à quelqu'un. Ça oui, c'est-à-dire lorsqu'on dépasse le stade simple de la technique, lorsqu'on pense plus à ses gestes, mais lorsqu'on voit simplement progresser l'intervention à la vitesse où on en a envie, en ayant des sensations tout à fait dans l'exactitude même de ce que vous voulez faire, là il y a un réel plaisir. Et ce plaisir-là fait que le temps est suspendu. Au bloc opératoire, on travaille la plupart du temps au néon, il n'y a pas de lumière naturelle, il n'y a pas de son, c'est des petites pièces étroites. Il y a un faisceau de lumière sur là où on travaille. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, j'ai la chance de pouvoir pratiquer de la chirurgie robotique, de la chirurgie laparoscopique, endoscopique. Aujourd'hui,
99% de ma chirurgie ne se passe pas mes mains dans le patient, mais à l'extérieur. Donc il y a encore là une autre dimension, une dimension de l'ordre de l'esthétique. Alors, certains vous diront qu'un chirurgien, c'est un technicien. Moi, je m'oppose à cette pensée. Je considère la chirurgie comme un art majeur. De cette façon, la technique n'est qu'au service du patient. Il faut sublimer, dépasser la technique, l'oublier, pour pouvoir donner au maximum au patient. Chaque patient est unique. Ce que je fais n'est pas reproductible à l'infini, puisque chaque patient est unique. Je transmets mon savoir, mais chaque chirurgien à qui je transmets mon savoir va faire son propre savoir. Donc oui, ma technique, elle m'appartient qu'à moi. Parce que ma technique, je l'ai apprise auprès de plusieurs maîtres. Et je transmets ce que moi, je considère comme la quintessence de ce que j'apprends au quotidien. Un chirurgien se remet en question, je ne dis plus au quotidien, puisque j'ai passé un certain cap, mais en tout cas, je me remets en question, je me pose des questions. J'ai cette passion de mon métier qui fait que j'essaie d'inventer des techniques, d'améliorer des techniques. Et j'ai aussi la chance d'être dans une discipline, l'urologie, qui est en perpétuel développement. Et je suis, par chance aussi, toujours au sommet de la vague. J'ai vécu tous les bouleversements de la chirurgie, l'arrivée de la chirurgie cœlioscopique, les premières célios, l'arrivée du robot, l'arrivée du laser, l'arrivée de toutes les nouvelles technologies. J'en suis. C'est une vraie chance d'avoir 40 ans et d'avoir cette possibilité-là. Donc, oui, un chirurgien, ça se remet en question. Un chirurgien, ça peut douter, ça doit douter. C'est un peu comme, j'ai envie de dire, j'ai la chance de pouvoir, de temps en temps, dîner dans de grands restaurants, de pouvoir discuter avec ces chefs que j'admire. Et deux grands chefs où je comparais la chirurgie à la grande cuisine. Et je leur ai dit, vous savez, une cuisine, ça s'organise comme un bloc opératoire. Chacun a sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. Et quasiment tous les grands chefs m'ont dit la même chose. Nous, on n'a pas la vie des gens entre nos mains. Vous, si. Nous, on peut confier notre cuisine à un second. Vous, non. C'est là la différence. Alors, j'ai la chance de travailler dans deux établissements remarquables. Un établissement privé dans le centre de Paris, dans le 8e arrondissement, la clinique Turin, et un des plus bels établissements privés à but non lucratif, dans lequel je suis salarié, l'Institut Montsouris, dans le 14e arrondissement. Pourquoi j'ai cette chance? Parce que dans ces deux univers, j'ai deux casquettes différentes, l'urologue cancérologue à l'Institut Montsouris et l'andrologue chirurgical, urologue à la clinique Turin. Deux plateaux techniques fantastiques, deux équipes fantastiques. Aujourd'hui, opposer le privé et le public, c'est une gabegie. On perd du temps à essayer d'opposer les chirurgiens. On fait le même métier, on travaille en équipe, on a le même investissement, on a la même passion. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue une chose très simple. 15 ans d'études, on est payé une misère lorsqu'on est interne, on est corvéable à merci. Ensuite, on commence à gagner sa vie correctement quand on est chef de clinique. Et ensuite, quand vous êtes salarié, comme je suis, ou du secteur privé à but non lucratif ou hospitalier, vous avez des salaires
qui ne correspondent pas du tout à la réalité des responsabilités et du temps passé. Dans le privé, on a la possibilité, pour ceux qui ont été anciens chefs de clinique, d'être en secteur 2 et donc de pouvoir demander aux patients de compenser ce que l'assurance publique et les complémentaires santé ne payent plus aujourd'hui, c'est-à-dire la juste valeur des actes. On leur demande un complément d'honoraire. La chirurgie est un art. Je l'assume. Certains vous diront que les chirurgiens sont des techniciens. Très bien, donc trouvez des techniciens. Moi, je suis un artiste. C'est-à-dire que le don que j'ai reçu, je l'ai travaillé. J'ai développé mon don en travaillant. Et la technique était un moyen. C'est un moyen pour moi de m'exprimer, exprimer ce que j'ai au fond de moi. Je ne sais rien faire d'autre. Je ne suis pas un bon musicien, je ne suis pas un bon peintre, je ne sais pas chanter, mais j'ai la chance de savoir voir. Aujourd'hui, je sais faire la différence entre un bon tableau d'un mauvais tableau, d'un bon vin d'un mauvais vin, de bons mets, de mauvais mets, parce que je sais voir. J'ai appris à nager en regardant les autres. J'ai appris à faire du ski en regardant les autres. J'ai appris la chirurgie en regardant des maîtres, en regardant des dessins, en regardant des vidéos. Je vis mon métier comme un art. Pourquoi? Parce que chaque intervention est unique, parce que chaque patient est unique. On ne me fera jamais dire que je peux reproduire à l'infini le même geste sur tous mes patients. Tenir un ciseau, c'est tenir un ciseau, certes. Mais tenir un ciseau avec une certaine angulation pour pouvoir respecter l'anatomie du patient, ça touche à l'art. Maintenant, je suis entouré de beau. Ma vie, c'est une certaine forme d'esthétique. Et je veux que mon métier reste un métier beau, dans le sens noble du terme.